Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre 6 où on est toujours en train de découvrir la notion de patron de conception. Et après l'échec de notre conception de canard de la vidéo précédente, on va ici s'intéresser à faire ça proprement et faire ça en respectant vraiment les bons principes de conception. Et ça va nous amener à découvrir notre premier patron de conception qui s'appelle la stratégie. Alors, dans l'épisode précédent, on s'est trompé. Et comme on l'a vu, pourtant, on pensait qu'on avait fait comme il fallait. Et pourtant, on s'est trompé vraiment dans les grandes largeurs. Ce qui est vraiment important de garder en tête, c'est qu'en conception, c'est normal de se tromper. On va jamais obtenir la bonne conception du premier coup. On va obtenir une conception, on va se rendre compte qu'elle souffre de défauts, on va être capable d'analyser ces défauts, de les modifier, de prendre ça en compte, de proposer une nouvelle conception, en essayant de garantir que elle a moins de défauts et plus de qualité que la précédente, et puis on va avancer comme ça. Donc, il faut bien garder en tête que l'activité de conception, c'est très clairement une activité essai-erreur dans laquelle on va essayer des trucs, essayer des conceptions, revenir en arrière, pardon, avancer dans des directions différentes. Et c'est pour ça que l'activité de conception demande de la maturation. Ça va vraiment demander à ce que vous fassiez des essais, des erreurs, que vous caractérisiez vos conceptions pour être capable de les justifier et de les définir vraiment proprement, de les caractériser. Parce que dessiner des boîtes et des flèches en UML, c'est pas très compliqué, mais avoir tout l'argumentaire pour dire pourquoi c'est les bonnes boîtes et pourquoi c'est les bonnes flèches, c'est là où ça devient vraiment une expertise, et c'est mon objectif à travers ce cours, de vous amener à être en capacité de faire ça. Donc notre conception précédente, elle disait qu'on avait identifié trois abstractions principales, être un canard, savoir cancaner et savoir voler. Donc on avait deux interfaces, animal volant, cancanant, et une abstraction structurelle, une classe abstraite, être un canard. On pouvait tout composer en jouant sur généralisation et réalisation, donc implémentation d'interface et extension de classe abstraite. Ça nous permettait de définir ce que c'était qu'un col vert, ce que c'était qu'un fuligule à tête rouge, ce que c'est qu'un canard en plastique, et ce que c'est qu'un leurre, simplement en héritant de canard et puis en composant chacune de nos interfaces. Bon, ça souffrait d'un défaut majeur qui était qu'on devait classiquement reposer sur des castes et des instance of parce que dans notre notion de canard, on n'avait pas mis suffisamment d'informations pour pouvoir considérer tous les canards comme étant égaux. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement de proposer une nouvelle conception qui ne va pas avoir ce défaut, tout en gardant toutes les qualités qu'on avait précédemment, parce que notre conception précédente, elle respecte bien ouvert-fermé, donc on peut rajouter des nouvelles fonctionnalités un peu comme on veut. On a pas mal de choses comme ça qui sont vraiment propres, donc il faut qu'on garde ça comme bonne propriété et qu'on, par contre, on arrive à fixer ce problème qui est que maintenant il faut faire des castes à tout bout de champ pour utiliser nos modèles. Et ça, ça marche pas. Un des principes de conception dont on a parlé précédemment, c'est typiquement le patron GRASP, protéger des variations, où en fait on s'est trompé dans notre manière de gérer ce qui varie. Et un des principes de conception qu'on va appliquer ici, c'est justement identifier ce qui varie pour faire en sorte de les séparer des éléments sur lesquels des éléments qu'on doit manipuler. Alors, si on reprend notre analyse fonctionnelle, c'est quoi nos points de variation? Bien, être un canard, c'est plutôt un point fixe. Faire du bruit et voler, ce sont nos points de variation. Mais là, c'est bizarre, parce que, en fait, c'est quand même déjà ce qu'on avait fait. On avait dit, être un canard, c'est structurel, donc c'est une classe abstraite. Faire du bruit et voler, ce sont deux services réalisés, et donc on l'a fait avec des interfaces. Et puis, on a bien des points de variation, dans le sens où on peut jouer sur le fait qu'on va pouvoir réaliser cancaner, on va pouvoir réaliser voler de manière différente. Bon, où est notre erreur là-dedans? Eh bien, notre erreur, c'est d'avoir reposé uniquement sur de la généralisation et c'est ça et de la réalisation. C'est ça qui fait vraiment notre problème. C'est que ce qu'on est en train de dire en faisant ça, c'est qu'on repose entièrement sur du sous-typage. On est en train de dire un canard, c'est un type qui définit afficher, animal volant, c'est un type qui définit voler, et col vert, c'est la composition de ces deux types qui permettent de s'afficher et de voler. Donc j'ai bien la définition que un canard, un col vert est un canard, et un col vert est un animal volant. Mais en faisant ça, en utilisant uniquement de l'héritage, eh bien je suis rendu dans une situation où, comment je fais pour m'en sortir de l'héritage quand c'est pas les bons types? Je fais des castes. Et en faisant des castes, j'explose le polymorphisme. Donc ça marche pas.
Vous l'avez déjà entendu plusieurs fois dans les chapitres précédents, mais très souvent l'héritage on s'en sert mal. Et là c'est clairement un cas où on s'est complètement trompé et on n'a pas utilisé l'héritage comme il faut. Et globalement, ben, un principe de conception assez sain, c'est de favoriser la composition à l'héritage. C'est-à-dire que dans notre cas, on n'aurait pas dû hériter de ces fonctionnalités-là, on aurait dû se composer avec. Vous vous rappelez la relation de composition qu'on a vue précédemment, elle permet d'être une composition structurelle, une voiture est composée de pneus, un édifice est composé de salles, mais elle permet aussi de faire une composition par délégation, de dire on me demande de faire quelque chose, moi je ne sais pas faire, je demande à quelqu'un de faire à ma place. Alors comment on va pouvoir gérer nos canards en utilisant de la composition plutôt que de l'héritage? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir dire que être un canard, ce qui est structurel, c'est pas être un animal volant, c'est posséder un comportement de vol. C'est pas être un animal qui fait du bruit, c'est posséder, contenir un comportement de cri. Alors qu'est-ce que ça change dans notre modélisation? Eh bien, tout simplement, si on reprend toujours une analyse fonctionnelle, être un canard, ça c'est vrai pour le colvert, le leurre, le fuligule ou le canard en plastique. Donc on a bien cette notion de généralisation qui existe. Un comportement de cri, ben en fait on en a défini trois dans notre vidéo précédente. On avait faire coin-coin, c'était le comportement régulier, faire pouic-pouic, c'était le comportement des canards en plastique, et être silencieux. Et puis voler, le comportement de vol, pareil, on avait un comportement de vol où on pouvait utiliser nos ailes, et puis un comportement de vol qui est, bah, moi je sais pas voler, donc je fais rien. Mais vous voyez, là on a uniformisé tout ça, c'est-à-dire que nos canards, on a un point d'extension en dessous, colvert, leurre, fuligule, canard en plastique, tout ça c'est effectivement un point de variation, donc finalement c'était pas tant un point fixe que ça, hein, c'est là-dessus qu'on va jouer pour définir les nouvelles espèces de canards. Et puis en fait, on a explicité avec ça deux nouveaux points de variation qu'on n'avait pas dans notre modélisation précédente. On n'avait pas le fait que le cri était un objet à part entière. Ok, le cri était simplement une réalisation d'interface que chaque canard devait définir. Mais là, on est en train de dire, non, il existe des types de cris différents et ces types, on va les représenter comme des objets. Ou en tout cas avec des classes capables de les fabriquer. Ici, trois, coin-coin, pouic-pouic et silencieux. Pareil pour la fête de voler. Je vais utiliser mes ailes ou je ne vais pas savoir voler. On va regarder ce que ça donne d'un point de vue code. D'un point de vue code, eh bien, tout simplement ce que j'ai, c'est que maintenant un canard contient un comportement de vol. Et comportement de vol, c'est une interface, et puis bah, elle est réalisée par exemple par utiliser ses ailes, qui va définir ce que c'est que voler en utilisant ses ailes. Par exemple, ça affichera je m'envole en bougeant mes ailes. Donc, notre définition maintenant, c'est qu'un canard, ça sait toujours voler, ok, ça se définit dans le type. Par contre, quand on va lui demander de voler, ben en fait, il va déléguer à son comportement de vol le fait de savoir voler comme il faut. Ok? Et toujours vrai qu'un canard, un colvert est un canard, et toujours vrai que utiliser ses ailes est un comportement de vol, donc mes relations de sous-typage sont raisonnables. Par contre, un colvert n'est pas un comportement de vol. Et c'est plus logique, hein. Un colvert était un animal volant tout à l'heure, mais maintenant, comme on a changé la sémantique, on est vraiment en train de dire, ok, ça c'est une manière de voler. Un colvert n'a aucune raison d'être une manière de voler. Par contre, un colvert possède une manière de voler. Ce qui fait que dans ma classe colvert, quand je vais le créer, la seule chose que j'ai à faire, c'est de dire, ben, si je suis un colvert, voilà mon comportement de vol. Et mon comportement de vol, c'est un utilise mes ailes. Qu'est-ce que ça donne maintenant sur notre modèle complet? Eh bien, notre modèle complet définit qu'un canard contient un comportement de vol, et qu'un comportement de vol, ça peut être ne pas savoir voler ou utiliser ses ailes. Et puis un canard contient un comportement sonore, son cri. Et puis le comportement sonore, ça peut être faire coin-coin, faire quick-quick ou être silencieux. Chacune de ces classes va définir ce qu'il faut. Donc voler, bah, ça va dire je fais rien. Utiliser mes ailes, ça va dire je m'envole. Et là, vous voyez, on est déjà beaucoup plus compatible avec Liskov parce que comportement de vol ne donne rien. Donc je ne vais pas aller effacer dans ne sait pas voler quelque chose qui aurait été défini au-dessus. C'est simplement que si on me demande de voler, moi je vais rien faire. Mais il n'y a personne au-dessus de moi dans la hiérarchie qui savait voler et que moi j'aurais empêché de voler. Pareil sur le comportement sonore, on a bien ce point d'extension là et chacun va définir sa manière de faire du bruit. Et dans la classe canard, ce qu'on va dire, c'est que nager, bah ça c'est intrinsèque au canard, donc je sais le définir, hein, comme avant. Mais si on me demande de voler, moi je sais pas faire, donc je demande
à mon comportement de vol de voler à ma place. Si on me demande de cancaner, moi je sais toujours pas faire, donc je délègue à mon comportement sonore le fait de voler à ma place, le fait de faire du bruit à ma place. Donc voler, en fait, délègue à vol.voler, et cancaner délègue à cri.cancaner. Et alors, un des points qui était cool dans notre modélisation précédente, c'est qu'on pouvait assembler nos canards à la carte en jouant sur les types. Mais en fait, là, on va pouvoir le faire tout simplement en jouant sur les objets. Et pour assembler nos canards à la carte, comment on fait? Eh bien, on a toujours la possibilité de créer un col vert. Ce col vert est toujours un canard, donc cette relation de spécialisation, elle existe. Canard a un comportement de vol, un comportement sonore, et en fait, on va utiliser des références pour dire, mais en fait, col vert, il est couplé à utiliser ses ailes, et il est couplé à coin-coin. Et ça, on peut le généraliser à tous les types de canards possibles, et en fait, on va simplement jouer à la construction d'un col vert. Eh bien, dans le comportement cri, je vais mettre un new coin-coin, et dans le comportement vol, je vais mettre un new utilise ses ailes. Et donc ça, je peux le faire pour tous mes canards. En faisant ça avec tous mes canards, donc le col vert, son cri c'est coin-coin, son vol c'est utiliser ses ailes, et puis il s'affiche bien de la manière différente. A l'inverse, le canard en plastique, son cri c'est pouic-pouic, et son vol c'est ne sait pas voler. Le canard en plastique, son cri c'est silencieux, et son vol c'est ne sait pas voler. Donc vous voyez, avec cette représentation-là, ce qu'on obtient, c'est une interface qui est de nouveau uniforme, c'est-à-dire qu'on a défini tout un ensemble de choses qui sont vraiment spécifiques à la notion d'être un canard, en l'occurrence nager, voler, cancaner, mais plutôt que d'aller effacer des choses dans les sous-classes, ce qui n'était pas très compatible avec les principes de conception, on a découpé et donné des responsabilités différentes, plutôt que de dire un canard sait tout faire, non, non, un canard sait être un canard, et tout le reste, il va le déléguer à ses comportements de vol ou à ses comportements sonores. En faisant ça par composition et non pas par héritage, donc on a gagné cette flexibilité, on a résolu notre problème précédent en gardant toutes les bonnes propriétés d'ouverture et fermeture, parce que des comportements de vol, je peux en rajouter plein, c'est un point d'extension, des comportements sonores, je peux en rajouter plein, c'est un point d'extension, et des canards, je peux en rajouter plein, c'est aussi un point d'extension qui va réutiliser le produit cartésien des extensions précédentes. Donc j'ai un espace de canard possible qui commence à devenir très très grand. Mais en travaillant au niveau des objets et plus au niveau des classes, tout ce qui est fait au niveau des classes, donc tous mes héritages et mes implémentations qu'on avait dans la vidéo précédente, étaient réglés au niveau de la compilation. Mais là, mes objets, ils sont réglés au niveau de l'exécution. C'est-à-dire, c'est quand on va exécuter le code que les objets vont vraiment se mettre dans les différents types de canards. Fait qu'en faisant ça, eh bien, ça va tout simplement me permettre de changer le comportement d'un canard en cours de route. Parce que si je veux définir la méthode blessé, par exemple, un canard blessé, c'est un canard qui va plus pouvoir faire de bruit et puis plus pouvoir voler parce qu'il est mal en point. Eh bien, il me suffit tout simplement dans la définition de ma méthode blessé de changer son comportement de vol en disant désolé mais tu ne sais plus voler, et en changeant son comportement sonore comme étant écoute, maintenant tu es silencieux. Donc le fait de le faire vis-à-vis d'objets me permet d'être beaucoup plus flexible, bien évidemment au prix d'une délégation, hein, donc ça coûte plus cher en envoi de message à l'exécution, mais je gagne beaucoup plus en flexibilité dans ma manière de composer les choses à l'exécution. Et en fait, ce qu'on vient de faire, c'est notre premier patron de conception. Ce qu'on vient d'appliquer ici, c'est un patron de conception qui s'appelle la stratégie. Alors, on va voir dans les vidéos suivantes plus proprement la définition d'un patron de conception, ce que c'est. Mais en gros, si on prend le livre de référence, donc qui est Design Pattern, eh bien, ce livre va définir un ensemble de patrons, et le patron stratégie, voilà comment il est défini. Son intention, c'est de définir une famille d'algorithmes, de les encapsuler, pour qu'on puisse interchanger ces algorithmes indépendamment, et que les clients qui les utilisent ne sachent pas vraiment laquelle ils utilisent directement. Okay, donc ça nous donne cette double variation dont on avait besoin. Et là, on l'a appliqué deux fois en fait. On l'a appliqué sur le comportement de vol et on l'a appliqué sur le comportement de cri. Pourquoi? Parce que c'était en fait le même problème. On avait à encapsuler dans des objets comment on faisait un cri et puis comment on volait. Et puis c'est ça qui va nous permettre maintenant de crier et de voler proprement au niveau des canards. Comment est défini le patron stratégie? Eh bien, le patron stratégie, comme tous les patrons, il se définit de manière abstraite. Donc, il se définit indépendamment du domaine d'application. Ce que ça dit, c'est qu'on a un contexte. Et dans ce contexte, on veut appliquer donc une famille d'algorithmes qu'on va appeler des stratégies. Donc,
Cette famille d'algorithmes, on va la représenter sous la forme d'une interface ou d'une classe abstraite, et puis on va avoir toute une famille d'implémentations alternatives de la stratégie pour dire, bah, là j'ai une stratégie 1 qui redéfinit l'algorithme en question, puis là j'ai une stratégie 2 qui redéfinit l'algorithme en question. Et dans mon contexte, donc ceux qui portent les stratégies, eh bien, si on me demande, si on appelle l'opération qui nécessite une stratégie particulière, ben, l'opération délègue à l'algorithme en question et donc utilisera la stratégie qu'il a à disposition au moment où on l'appelle. Comment on fait le mapping entre ça et puis nos canards? Eh bien, on va regarder tout simplement juste pour comportement de vol, parce que là, il faut vraiment être conscient qu'on a appliqué stratégie 2 fois dans l'exemple précédent. Mais l'idée d'un patron, c'est qu'on peut mapper cette définition abstraite du patron, qui est dans la partie jaune en haut, avec notre comportement concret. Eh bien, en fait, le contexte, dans notre cas, c'est la notion de canard, et l'opération qui nous intéresse, c'est le fait qu'un canard sait voler. Un canard possède plusieurs implémentations différentes du fait de savoir voler, donc la stratégie en question, c'est son comportement de vol, et donc l'algorithme qui doit être réalisé de manière différente, dans notre cas, c'est aussi la méthode volée, mais vous voyez que de manière abstraite, ça aurait pu s'appeler de manière différente. Là, il s'avère que pour des histoires de cohérence, on l'a appelé de la même manière. Et maintenant, nos réalisations de cette stratégie, donc les stratégies concrètes, celles qu'on peut vraiment utiliser, ne pas savoir voler, c'est une stratégie qui redéfinit voler, et utiliser ses ailes, c'est une stratégie qui redéfinit voler. On va voir plus en détail dans la vidéo suivante pourquoi les patrons ont été inventés et puis comment on va faire pour pouvoir s'en servir plus précisément dans le chapitre 7. Mais là, c'est vraiment l'intuition que je voulais vous faire passer à travers cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on a vu, c'est que la conception qu'on avait essayé de faire intuitivement, elle n'était pas bonne et elle nous a amené à des gros problèmes. On s'est rendu compte qu'on avait utilisé l'héritage à mauvais escient et cette utilisation de l'héritage, on l'a transformé en une bonne utilisation de la composition. Et puis là, on s'est rendu compte qu'on avait fait émerger un patron de conception qui était une bonne manière de résoudre notre problème parce que ça résolvait le problème de caste qu'on avait sans pour autant mettre en péril toutes les bonnes propriétés qui étaient déjà présentes dans notre situation et dans notre conception. Bien ça, c'est typiquement ce qu'est un patron de conception, donc c'est une bonne solution à un problème récurrent, et notre problème il était bien récurrent parce qu'on l'a eu pour le comportement de vol comme pour le comportement de cri. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et puis à bientôt pour la suite.